Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler dating. On va parler de la corrélation entre qui vous rencontrez, la manière dont se passent vos débuts de relation et la dépendance affective. Comment se passe la dépendance affective dans les rencontres, comment on date quand on est dans la dépendance affective. Bref, il va y avoir un petit peu de tout ça. Pourquoi ce sujet est important? Parce que je me suis rendu compte que souvent, les premières questions qu'on vient me poser, c'est pas comment je fais pour m'en sortir, mais c'est d'abord le questionnement de mais en fait, pourquoi je rencontre que des mecs qui n'ont pas envie de s'engager? Pourquoi on me ghost? Pourquoi je suis attirée par des personnes qui ont un comportement évitant? Pourquoi c'est toujours la même chose? Alors qu'en réalité, le sujet, il est important parce que beaucoup de personnes sabotent elles-mêmes leur chance de rencontrer un partenaire sain. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais ma première prise de conscience, ça a été: «OK, il y a tout ça qui m'arrive, je rencontre que des personnes, pour rester poli, qui ne me correspondent pas, qui n'ont pas envie de la même chose que moi, mais je suis le dénominateur commun de toutes ces personnes». C'est-à-dire que j'ai arrêté de croire, parce que ça m'arrangeait bien, que c'était la vie qui en avait après moi, que, j'étais destinée à rencontrer des personnes, qui ne me correspondaient pas, que de toute façon, c'était l'histoire de ma vie et c'était à la fois une grosse claque de pouvoir réaliser: «Ah bah, en fait, peut-être que je suis responsable, aussi de la manière dont ça se passe». C'était hyper douloureux parce qu'il y avait un côté, bah, c'est de ma faute, mais la bonne nouvelle, c'était que c'était pas la vie qui en avait après moi, c'est que j'avais le contrôle là-dessus et si j'avais le contrôle là-dessus, ça voulait dire que je pouvais faire changer les choses. Donc, je pense qu'il est quand même hyper important de s'observer dans nos comportements sains et malsains dans les rencontres. En fait, je vous parle souvent de comment reconnaître un partenaire sain, comment aller identifier ce partenaire-là, et c'est important, mais c'est aussi important de regarder la manière dont on agit avec l'autre. En fait, on se met aussi parfois dans ces situations, on se met aussi dans cette posture-là. Et je vais vous parler d'un truc qui pour moi est essentiel, c'est que je pense que très vite, j'avais pas envie de souffrir dans les rencontres que je faisais, et notamment quand j'avais 22 ans, je pense. Je me suis mise sur les applications de rencontres et le truc que je faisais, c'était que je voulais jouer un peu au rôle de la femme forte. Ouais, moi, j'ai déjà vécu des trucs, on m'a déjà maltraitée, donc toi, tu vas pas me la faire. En fait, j'arrivais au date, j'étais déjà vénère. J'arrivais au date, j'avais envie de faire payer à la personne que je rencontrais tout ce que j'avais vécu avant. Et du coup, déjà, enfin, il y a plein de trucs qui se mélangent, pardon, parce que quand j'y pense, je me dis, moi-même, j'ai eu des comportements qui n'étaient pas très sains. La première chose, c'est que j'étais déjà vénère contre le gars alors que je venais de le rencontrer. J'étais vénère contre lui à cause de tous les autres hommes que j'avais rencontrés. Déjà, ça, c'était pas sain parce que le gars, il arrive, il me connaît pas, je le connais pas non plus. Et je suis déjà en train de lui mettre à la fois une espèce de pression sur les épaules en mode toi, t'as intérêt à bien me traiter. Et en plus de ça, je fais un truc horrible, c'est que j'apprends pas à le connaître. En fait, j'arrive pas pour apprendre à le connaître, mais pour le mettre en garde. C'est horrible. Le gars, il a rien demandé en fait. Lui, il voulait passer un bon moment, il voulait boire un verre, rencontrer une nana sympa. Et moi, je le mets déjà dans cette position. Je décharge toute ma colère sur les personnes que je rencontre. Je parle excessivement de mes mauvaises expériences passées lors des premiers rendez-vous. Et ça, c'est pareil. Je comprends que, enfin maintenant avec le recul, bien sûr, c'était un moyen de me protéger. Euh, alors, soit de me protéger, soit de vouloir être très clair dès le début en mode moi je veux un truc sérieux, je veux pas qu'on me la fasse à moi. Alors qu'en réalité, encore une fois, le gars, je le connais pas en fait. Je le connais pas. Et je pense que l'erreur, et une des erreurs qu'on fait le plus en dating, surtout quand on a soit eu des mauvaises expériences, soit qu'on est dans la dépendance affective, c'est qu'au lieu d'aller en date pour rencontrer quelqu'un, pour faire sa connaissance
et éventuellement à un moment, et je dis pas au premier date, mais après plusieurs rendez-vous, se rendre compte que la personne nous plaît, qu'on a des points communs, qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on a envie de la même chose, en fait, je vais en date pour être en couple. Et ça, c'est une grossière erreur qu'on fait dans la dépendance affective, mais je pense qu'il y a aussi d'autres femmes qui ne sont pas dans la dépendance affective qui font ça, parce que notre envie d'être en couple, elle est plus forte que l'envie de connaître quelqu'un. C'est-à-dire que il y a un côté un peu, je m'en fous de ce que tu vas me raconter, physiquement tu me plais à peu près, tu me fais deux, trois blagues, tu me fais rire, t'es sympa, tu me payes le premier verre, ah bah c'est bon, alors on peut être en couple. Et je pense que ça, c'est clairement un comportement à observer, parce que ça veut dire aussi que, en gros, j'ai dit ça à une cliente il n'y a pas longtemps parce que je m'en suis rendu compte. Il y a un côté un peu, je te mets le grappin dessus, je te verrouille pour m'assurer que tu n'iras pas voir d'autres nanas. Moi, je te mets en garde, je te dis qu'avec moi, ça va se passer comme ça. Et en plus, je te verrouille. Genre, tu n'as plus le droit de voir personne. À partir de maintenant, on efface les applications de rencontre, on est sérieux, etc. C'est ce que je faisais moi, en réalité. Moi, si je décidais de rencontrer quelqu'un, ça voulait dire, ok, enfin, à partir de là, c'est toi et moi contre le reste du monde. J'exagère un peu, mais pas tant en réalité. J'étais un peu dans ces comportements-là. Et aujourd'hui, avec le recul, même là, quand je vous en parle, je me dis, waouh, c'était pas sain du tout, mais c'était déjà pas sain pour l'autre et c'était pas sain pour moi, en fait. Moi, je me devais aussi d'avoir une meilleure estime de moi-même pour me dire, en fait, je peux aussi dater plusieurs personnes en étant honnête avec chacune de ces personnes-là sur la direction que ça prenait, sur le fait que potentiellement je voyais d'autres personnes, mais c'était plus simple de rencontrer des personnes. Enfin, encore une fois, le verbe rencontrer, c'est pas je te passe la bague au doigt. Et en fait, même si on se convainc de mais non, je lui mets pas la bague au doigt, non, 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 c'est parce que je demande, moi je veux quelqu'un qui s'engage. En fait, une personne, elle peut s'engager avec vous sans avoir à être en couple dès le premier date. Ou en fait, ce que je disais un jour dans un autre podcast, je crois, ou dans un réel, c'est en fait, arrête de te comporter avec le gars que tu viens de rencontrer comme si c'était ton mari. Arrête de te comporter avec cette personne comme si vous vous connaissiez déjà depuis 3 ans. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. C'est vraiment tous ces signaux-là, pour moi, c'est véritablement la démonstration de la dépendance affective dans toute sa splendeur plutôt qu'une connexion qui va être saine. C'est je te verrouille, je te fais un interrogatoire pour m'assurer que tu vas pas m'abandonner, au lieu de juste apprendre à te connaître, toi qui tu es, ce que tu aimes dans la vie, quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes, quelle est ta vision de la vie, la vision du couple, la vision de ton métier. Enfin, vraiment apprendre à te connaître toi pour savoir si tu me corresponds à moi. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est j'arrive et je te fais un interrogatoire. Et moi, quand je te parle pas de qui je suis, je te parle de ce que j'ai vécu dans mes relations passées. Et du coup, à l'inverse, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions sur ton passé relationnel, sur tes ex, pour m'assurer qu'en fait, tu es vraiment libre et que tu es quelqu'un de sain. Alors que la réalité des choses, c'est que ton passé ne m'appartient pas et tu ne m'appartiens pas. L'amour, c'est pas de l'appartenance. Ce que tu as fait avant moi, en vrai, de vrai, ça ne me regarde pas. Et je vais vous donner un exemple d'une personne très proche de moi, d'un homme très proche de moi, d'un de mes amis, qui, en étant célibataire, vivait sa meilleure vida loca, avait beaucoup de partenaires, etc. Mais en couple, c'est quelqu'un d'extrêmement droit, rangé, fidèle. C'est juste que clairement, on ne peut pas comparer la vie de quelqu'un dans le célibat et quelqu'un dans sa vie en couple. Et en fait, le fait de vouloir creuser ces choses-là, et je vous dis ça encore une fois parce que j'ai été dans cette situation, vouloir creuser ces choses-là, bah en fait, ça va rien vous dire sur qui est cette personne. Et c'est ça qui est important. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de savoir, si vous voulez vraiment parler des relations, parce qu'à un moment, ça vient aussi sur le tapis et que ça peut aussi raconter quelque chose sur la personne. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de savoir comment la personne parle de ses ex, comment la personne parle de ses relations passées, de comment ça s'est passé, etc. Je trouve que ça va plus en dire sur la personne
que ce qu'elle a fait de ses relations et combien de partenaires il a et voilà, et comment ça s'est passé dans son célibat. Son célibat ne me regarde pas parce que moi, à terme, en vrai, je rencontre cette personne, c'est aussi pour savoir si un jour on peut vivre une relation dans laquelle on va se sentir bien à deux. Mais si tu es là en train de me raconter ce que tu as fait dans ton célibat, en vrai, ça va rien me dire de toi dans une relation de couple. Par contre, si tu me racontes, si tu parles bien de tes ex, si tu parles bien de tes relations passées, si tu prends tes responsabilités dans les relations passées, etc., ça, je trouve que c'est séduisant. Et ça, je trouve que ça en dit long sur qui tu es et comment tu considères les personnes qui ont fait partie de ta vie. Pour moi, ça, c'est hyper important. Et la preuve, si je prends mon exemple, c'est que le fait que je parle de mes relations passées en disant qu'un tel ou un tel était un connard, qu'on m'a maltraité, je trouve que ça en disait long sur mes insécurités en réalité. Alors qu'aujourd'hui, même si je parle des mêmes relations, je vais plus dire qu'un tel ou un tel était un connard. Parce que la réalité, c'est que moi aussi, j'avais ma part de responsabilité. Eux aussi, hein, attention, je ne prends pas tout ça sur mes épaules. Mais le fait est qu'il y avait une raison pour laquelle j'étais dans ces relations. Et surtout, je me rends compte que ces personnes-là étaient très claires avec moi et que c'est moi qui décidais de fermer les yeux et de rester dans ces relations-là. Donc, ça ne faisait pas d'eux des connards, en fait. Il y en a quelques-uns, si, qu'on se le dise. Mais pour la plupart, c'était pas le cas, en fait. Donc, je trouve que la manière dont une personne te raconte son histoire en dit long sur là où elle en est aussi dans sa tête, si c'est quelqu'un de posé, si elle sait ce qu'elle veut, si elle a appris de ses erreurs, etc., etc. Donc pour moi, ça c'est hyper, hyper important. Et aussi, ça vous permet de voir comment l'autre, comment en fait les blessures de l'autre influencent ses comportements actuels et comment vos blessures passées à vous vont influencer vos comportements actuels. Et moi, je trouve que la manière dont on gère le dating, ça en dit long sur la manière dont on a guéri ou pas certains de nos traumas. Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc, c'est hyper important d'aller s'observer au sein du date. Et c'est pareil, si je prends le truc à contre-pied, c'est que si vous êtes dans un truc de genre, mais je comprends pas, moi j'ai tout donné, j'ai tout fait parfaitement pour que ce soit bien, pose-toi la question, pourquoi tu as autant tout fait parfaitement et pourquoi c'est un problème pour toi d'être authentique et justement imparfaite. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de définir ce que c'est une rencontre saine. Parce que je vois beaucoup de femmes et d'hommes, mais beaucoup de femmes du coup, qui viennent me voir, qui me disent, moi j'arrive pas à construire une relation saine, mais qui n'ont aucune définition de ce qu'est une rencontre saine, une relation saine pour elles. Donc, allez voir et allez observer ce que c'est pour vous les caractéristiques d'une relation qui soit équilibrée ou de l'approche équilibrée des rencontres que vous allez faire. Pour vous, c'est quoi une relation équilibrée ? Comment un date équilibré se passe ? Est-ce que c'est une personne qui va beaucoup vous demander de parler de vous ? Est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est quelqu'un qui parle beaucoup d'elle ? À quoi ça ressemble en fait, une relation saine ? Est-ce que pour vous, ce qui est important, c'est de vous sentir soutenu ? Est-ce que c'est beaucoup d'échanges ? Est-ce que c'est que la personne, elle s'intéresse à vous ? Pour moi, il y a un peu de tout ça, en réalité. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est qu'une relation saine pour moi ? Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre saine pour moi ? Souvent, vous avez l'impression qu'une rencontre se passe bien parce que c'est vous qui avez l'idée la rencontre. C'est vous qui avez l'idée le date. Enfin, c'est comme tout dans la vie. Si c'est vous qui organisez une activité, qui invitez les bonnes personnes qui sont là, etc., des personnes importantes pour vous, mais vous allez passer un super moment parce que c'est vous qui avez tout organisé. Et c'est vous qui avez l'idée le truc. Et dans un date, c'est pareil. Si c'est toi qui mets les sujets de conversation sur la table, si c'est toi qui poses des questions à l'autre, si c'est toi qui a choisi le lieu, qui a choisi le restaurant, qui choisit ce que tu vas manger, toi, tu vas passer le meilleur date de ta vie en réalité. Et l'erreur, c'est que souvent, les femmes sortent des dates comme ça en me disant « Franchement, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai passé un super moment, il est génial. » Alors qu'en réalité, le gars, il t'a pas vraiment parlé de lui. Mais tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place pour que le contexte soit parfait, a fait de ce date un date génial. Mais qu'est-ce que lui, il a nourri aussi dans ce date ? Et qu'est-ce qu'il a
touché en fait en toi. Parce que si oui, il t'a écouté parler pendant 1 heure et demie, que il t'a payé un verre et que, je sais pas, il t'a raccompagné chez toi, est-ce que c'est ça qui fait un bon date? Vraiment. Donc, il faut aussi se questionner sur ce qui est un bon date pour soi. Parce que ça te permettra d'être plus dans l'instant présent, d'être vraiment ouvert à l'autre, plutôt que d'être en train de projeter tes attentes. Tu vois, si c'est toi qui choisis l'endroit, comment ça se passe, qui guide les conversations, bah forcément, ça répond à tes critères. Mais est-ce que la personne elle-même répond à tes attentes? Aussi, c'est important de prendre le temps de définir quelles sont tes limites à toi. Alors ça, je crois que je le disais dans le dernier podcast. Je ne sais plus. Parce que je le dis très souvent, parce que c'est hyper important. C'est quelles sont mes limites, en fait? Qu'est-ce qui n'est pas OK? Et moi, je vais même au-delà des limites. Il y a les limites saines et il y a les no-go, les non négociables. Que chacun se gère, parce que moi, si je commence à parler, voilà. Mais il y a des trucs pour moi qui sont, comment on va dire, inacceptables dans le comportement d'un homme ou dans ses valeurs ou dans ses croyances. Il y a des choses qui, pour moi, sont impossibles à gérer. Je ne peux pas. Donc, c'est important de savoir exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et je vous donne un exemple très simple. Enfin, si pour toi, ça a une véritable importance que la personne... je sais pas, attends, parce que j'allais donner un exemple, mais peut-être que ça fonctionne pas. Si c'est important pour toi que la personne, elle soit engagée, je dis n'importe quoi, qu'elle soit féministe, qu'elle soit engagée dans ses idées, et que le contraire, c'est vraiment un no-go pour toi si la personne, elle est fermée à ce sujet-là, mais quand tu es en date, tu l'entends avoir un propos sexiste et tu le laisses passer parce que tu comprends en même temps le date se passe tellement bien et ça me fait tellement bien de me sentir regardée, de me sentir désirée par quelqu'un, tu es déjà en train d'aller au-delà d'un no-go ou d'une de tes limites. Donc vraiment, posez vos limites sur papier, demandez-vous ce qui est OK et qui n'est pas OK. Et ces limites, après, il faut avoir le recul nécessaire pour observer si c'est des limites qui sont saines ou pas. Alors comment on reconnaît une limite saine? Pour moi, ça devient malsain quand on parle d'isolement de l'autre, quand il y a des ultimatums qui sont posés, quand on est hyper radical sur un sujet. Parce que pour moi, les limites, elles ont une certaine souplesse, mais j'aime pas dire ça parce qu'après, il y a des personnes qui prennent ça pour acquis. Mais il y a des no-go qui n'ont clairement pas de souplesse. Pour moi, une limite saine, c'est en fait tout ce qui ramène à comment vous vous sentez vous. C'est tout ce qui va toucher à votre émotionnel. C'est comment je me sens si la personne, elle respecte pas cette limite-là. Par contre, une limite qui ne serait pas saine pour moi, c'est je demande à l'autre de couper contact avec toutes les meufs de son entourage, les ex, les amis, parce que ça me rend insécure. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est pas sain parce que ça dit beaucoup plus de vous que de la personne en face. Parce que vous ne prenez pas le temps de connaître l'autre, de savoir quel rapport il a avec les autres. Et ça montre encore une fois une insécurité envers vous. Donc, c'est important de se questionner, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, est-ce que ça c'est normal, etc. Parce que je vois beaucoup de couples qui sont rentrés dans ces limites-là parce que pour vous, c'est une limite qui est saine, parce que c'est ce qui vous met en sécurité. Et je trouve ça vraiment très subtil d'aller se dire, ok, est-ce que c'est sain ou pas pour soi? Mais en réalité, ça crée de l'isolement dans le couple. Ça crée aussi des barrières qui finalement, justement, ne sont pas saines. Donc, il y a un truc pas sain dans la relation. Je vous donne un exemple très simple d'un couple que j'ai accompagné où ça a commencé comme ça, justement, par c'était OK pour nous, on supprime tout le monde des applications, de Instagram, etc. Plus de contact avec des amis filles parce que moi, je crois pas en l'amitié fille-garçon. Donc, du coup, moi, j'ai fait ça aussi. Déjà, imaginez si demain vous vous séparez, ça veut dire que vous n'avez plus rien, en fait. Enfin, vraiment, ça, je trouve que c'est pas très sain. Et en plus, ça crée du coup une forme d'isolement où après ça tape des crises de jalousie parce que vous avez vu votre mec parler à la serveuse
juste parce que c'est la serveuse du restaurant, ça vous fait péter un câble. En fait, vous avez l'impression de vous sécuriser alors que vous refusez de vous confronter à des choses de la vie parce que ça vient montrer une insécurité ou un trauma chez vous et au lieu d'aller régler le trauma, vous préférez le régler par quelque chose d'extérieur. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller observer dans ces cas-là. Ensuite, pour moi, il y a quelque chose... du coup, si je peux faire le lien avec ça, pour moi, ça montre une très faible estime de soi. C'est-à-dire, je ne me sens pas assez sécure auprès des autres femmes pour penser que, en fait, si mon mec, il a une de ses ex sur son Insta ou j'en sais rien, ou des amies filles, j'ai l'impression qu'il me trompe ou qu'il y a la possibilité d'eux. Et pour moi, ça relève déjà d'une faible estime de soi et du coup, d'un manque de confiance en l'autre. Enfin, il y a vraiment... pour moi, il y a entre guillemets rien qui va et qui puisse vous faire évoluer, en tout cas, vers quelque chose de sain, à part l'isolement, si vous trouvez votre bonheur là-dedans. Pour moi, ça crée en fait un espèce de cadre justement malsain qui fait qu'on aura envie de le dépasser un moment. Et en fait, ce sera un peu inévitable. C'est normal que vous fassiez des rencontres dans votre vie, que vous ayez des amis du sexe opposé. Enfin, il y a voilà. En tout cas, c'est peut-être complètement biaisé par ma vision, mais c'est un exemple où, pour moi, il y a des choses qui sont pas saines quand on est très radical dans nos décisions. Je voulais pousser le truc de l'estime de soi sur, en fait, quel est le lien entre l'estime de soi et notre façon de rencontrer des partenaires et de choisir des partenaires. Finalement, comment notre vision de nous-mêmes, elle va influencer le type de personne qu'on va attirer. Donc, il y a un truc très, très, très important pour moi, et de vous dire, c'est en fait notre capacité quand on est dans la dépendance affective. Donc, on a un type d'attachement qui est anxieux. Et on va souvent aller vers des personnes qui ont un attachement évitant. C'était mon cas dans ma dernière relation. C'est pas bien ou mal, hein, parce que quelqu'un qui est évitant, il y a une forme aussi de souffrance. Et une personne qui a un attachement anxieux ou qui est dans l'hyperattachement, elle souffre aussi de certains comportements. En fait, c'est pourquoi finalement je suis attirée par quelqu'un d'évitant, parce que c'est souvent le cas, et pourquoi la personne est avec moi finalement. Je pense que c'est ça aussi qu'on a besoin de comprendre. Parce que vous pouvez être attiré par une personne qui a aussi un attachement anxieux, mais vous risquez de créer une relation de codépendance. On pourra en faire un autre épisode de podcast. En fait, souvent, les personnes qui ont un attachement évitant, c'est des personnes qui vont être très indépendantes. Et donc, il y a une forme d'admiration envers l'autre, parce qu'il va être capable de faire des choses que toi, tu ne fais pas, parce que justement, il a cette indépendance, cette liberté, ce détachement émotionnel qui va susciter ton admiration, et parce que c'est ça qui te manque dans ta vie. Donc, c'est ça que tu vas aller chercher chez cette personne-là, même si, généralement, en tout cas, ça peut arriver quand on est dans la dépendance affective. On a créé aussi un masque d'hyper indépendant. Et donc, on a l'impression qu'on se ressemble, qu'on a la même ambition, que nous aussi, on est assez indépendant, que voilà, tout ça. Pourquoi l'homme évitant est aussi attiré par nous? Parce que justement, généralement, les personnes qui ont un attachement évitant, c'est des personnes qui ont une blessure d'abandon. Et donc, elles se sont coupées de leurs émotions, elles ont coupé toute forme de communication émotionnelle parce que c'est rassurant pour elles. Donc, ce qu'elle retrouve en toi, c'est justement ça. C'est justement la communication, l'amour, les mots, le toucher, le fait que tu sois attentionné, que tu sois toujours disponible, l'investissement émotionnel que tu mets dans la relation. Et en fait, c'est aussi tout ce que cette personne n'est pas capable de t'offrir. Donc, il y a une forme d'admiration chez l'un et chez l'autre qu'on va trouver. Et qu'on va finalement nourrir. Sauf que des deux côtés, il faut le savoir, ça crée de la frustration. On a l'impression que c'est la personne qui est dans l'hyperattachement qui va être malheureuse parce qu'elle ne reçoit pas l'amour dont elle a besoin. Mais en fait, ce qui se passe chez l'autre, c'est plus complexe encore, mais en fait, toi, quand tu es dans l'hyperattachement, tu te sens pas assez.
Il y a ce truc de s'il me donne pas, c'est parce que je suis pas assez bien, s'il me donne pas, c'est parce que je suis pas assez belle, assez intelligente, c'est parce qu'il se projette pas, etc. Alors qu'en réalité, il y a aussi chez cette personne-là, t'es son miroir, donc elle se sent pas assez, elle sait qu'elle te donne pas suffisamment, elle a conscience de ça. Mais après, le but, c'est pas de se dire que toutes les personnes qui te donnent pas et qui s'engagent pas sont des personnes qui ont un attachement évitant, hein. Il y a vraiment des personnes qui en ont juste rien à faire. Et ça, je sais que c'est un peu dur, mais c'est une réalité. Par contre, le message que la personne te renvoie, c'est que tu ne t'aimes pas suffisamment parce que tu es en train d'accepter un comportement qui te rend malheureuse. Et du coup, bah lui, il a pas les armes en fait pour ça. Et toi, tu attends que cet amour vienne de la personne. Et c'est cette faible estime de soi qui va te conduire à des schémas relationnels toxiques parce que tu vas être... Bah en fait, ces relations-là, elles deviennent toxiques hein, pour l'un comme pour l'autre parce qu'on n'arrive pas à trouver notre équilibre. Mais ça, c'est lié au fait que tu ne t'aimes pas suffisamment. Je ne m'aime pas suffisamment, donc je pense que je ne mérite que ça, que je ne peux pas avoir mieux, que je n'aurai pas une connexion comme celle-ci. Et si j'arrête cette relation, est-ce que je pense que je pourrais avoir mieux? Bah, la réalité, c'est que tu ne penses pas parce que tu ne t'aimes pas suffisamment. Donc, il y a plein d'éléments comme ça que tu peux observer dans le dating, dans les rencontres que tu fais. Ce qui est important, c'est de travailler sur l'estime de soi avant/pendant que tu es dans cette démarche-là. Parce que tu dois apprendre, et c'est hyper important, à te connaître, à t'accepter, pour que ça devienne naturel, en fait, ce truc de, en vrai, je connais ma valeur et je sais ce que je mérite. Je sais avec quel type de personne j'ai envie d'être. Donc, c'est important de reconnaître qui on est, parce que reconnaître qui on est, c'est aussi reconnaître ce qu'on peut recevoir, et ce qu'on a le droit, et ce qu'on mérite, et ce qu'on doit recevoir. Et du coup, on est dans un cercle vertueux de, en fait, les personnes qui ne me donnent pas, qui ne s'engagent pas, c'est même plus très attirant parce que c'est pas ce que je veux pour moi. Et dans ce cas-là, bah, je vais aller vers des personnes qui ont un profil comme le mien. Et toi, ça va te rendre plus sécure dans ton type d'attachement aussi. C'est ça, en fait. In fine, je trouve que c'est ce qu'on va retrouver. C'est que c'est pas seulement j'ai une meilleure estime de moi, c'est qu'avoir une meilleure estime de soi, ça permet de sortir de cet attachement anxieux et donc de se sentir mieux et d'avoir des partenaires qui nous ressemblent et avec qui on peut vivre une relation qui soit saine et sécure. Donc, comment on se prépare mentalement à une rencontre? Moi, je pense que c'est important de savoir avec quelle intention on va dans cette rencontre. Si je suis très honnête avec moi, est-ce que j'y vais pour rencontrer une personne, pour apprendre à la connaître, ou est-ce que j'y vais pour me marier en fait? C'est ça en fait la vérité. C'est dans quel but je vais là-dedans. Alors le but final, bien sûr, c'est que on est sur une application de rencontre, donc on a potentiellement envie de se poser. Mais d'abord, avant de savoir si je veux me poser avec cette personne, il faut que je la connaisse. Et c'est même pas en un date que je sais, ni en deux, ni en trois d'ailleurs. C'est que je dois prendre le temps de la connaître. Et en fait, à chaque date, il y a un côté, ok, est-ce que avec ce que j'ai su de cette personne, la manière dont ça s'est passé, est-ce que j'ai envie de la revoir pour apprendre à encore plus la connaître, pour encore mieux savoir si c'est avec elle que j'ai envie d'être ou pas. Ensuite, c'est, bah, du coup, si je parle pas de mes ex, de quoi je parle pendant le premier date? Donc, pour moi, il y a vraiment un côté, je parle de mes expériences de vie. Je parle de qui je suis, je parle de mon quotidien, je parle de ce qui m'anime. Moi, personnellement, ce qui m'anime, c'est mon travail. Si demain, je devais redater, si j'étais à nouveau célibataire, je pense que c'est important pour moi de sentir qu'il y a l'espace pour que je puisse parler de mon travail parce que, au-delà du fait que c'est quelque chose qui me passionne, c'est que c'est une énorme partie de ma vie parce que je suis entrepreneur, parce que c'est pas je me lève le matin, j'y vais, je fais mon taf et je rentre. C'est que mon taf, il fait partie intégrante de ma vie, c'est que ça prend de la place. Et aussi, c'est ma passion. En fait, c'est ma passion d'apprendre à connaître les gens. Et donc, voilà, si je pousse un peu le truc, je veux avoir l'espace pour parler de mon travail, mais aussi parce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui puisse s'y intéresser, qui ait cette empathie-là, qui me dise pas que mes clientes, c'est n'importe quoi, ou que... Enfin,
Oui, ou que, comme j'ai pu l'entendre depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, ah, il y a des personnes qui payent pour venir se faire coacher par toi. Enfin voilà, en fait, je sais que je pourrais pas être avec quelqu'un qui comprend pas, mais intrinsèquement, ce que je fais et ce que je vis. Pour moi, ça, c'est super important. Donc, en fait, quand je parle de moi, je parle des choses qui m'animent, je parle des choses qui me passionnent. Je parle du fait que je fais du sport, que je fais de la danse, que ces moments-là, ils sont importants pour moi, que j'ai aussi besoin de passer du temps seul, que j'ai besoin de me sentir inclus dans la famille de l'autre. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, que moi, je suis très famille, que j'ai des sœurs, enfin voilà, que tout ça, ça fait partie de mon monde, en fait. Je vais parler de mon monde et de ma manière de voir la vie et des valeurs qui sont importantes pour moi. Et, et j'ai envie que l'autre me parle aussi de comment se passe son quotidien, en fait. Parce que nous, on veut toujours parler de la maison, le chien, les enfants. Mais avant ça, en fait, avant qu'on en arrive là, je vais aussi avoir envie d'être dans ton quotidien. Je veux savoir ce que tu fais avec tes amis, je veux savoir ce qui te passionne, je veux savoir si ton métier, ça te plaît, si au contraire, tu as envie de changer, quelle est ta vision. Euh, Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? C'est quoi tes pensées quand le dimanche tu te couches? Est-ce que tu es content de retourner au travail? Est-ce que au contraire c'est difficile pour toi? Est-ce que tu as l'ambition de vouloir changer? Est-ce que tu t'enlises dans quelque chose qui te plaît pas? Tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et là, je vous parle de tout ça, c'est des choses qui me viennent naturellement parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi, entre autres. Mais ce qui compte véritablement, c'est en fait parler de soi, de qui on est dans le quotidien et savoir ce que l'autre fait dans son quotidien. Et ensuite, bien sûr, on peut parler de la vie, de notre vision, de ce qui compte en fait. Mais est-ce que c'est obligé de parler de ça pendant le premier date? Honnêtement, je ne crois pas. Donc, pour moi, c'est hyper important voilà, d'aller vers les sujets qui sont à privilégier pendant les premiers dates. Ensuite, c'est comment je reconnais les signaux d'une personne qui est saine pour soi. Donc, comme je vous le disais, hein, franchement, listez. Je vous dis n'importe quoi, mais enfin, ça peut être le fait que quelqu'un soit radin. Et encore une fois, hein, la radinerie, elle est à votre échelle. Donc, comment je reconnais quelqu'un qui est radin pour moi? Est-ce que je veux quelqu'un qui soit ouvert d'esprit? Ok, donc si c'est un no-go que la personne soit fermée d'esprit, comment je reconnais quelqu'un qui est fermé d'esprit? Donc, quel sujet j'ai envie d'aborder pour savoir quel est son point de vue et quelle est sa personnalité? Enfin, vraiment, voilà, aller vers vos limites, vos valeurs et jongler en fait avec tout ça. Et encore une fois, établissez ces limites claires tout en restant ouvert à l'autre. Parce que n'oubliez pas que quand vous rencontrez quelqu'un les premières fois, la personne, elle n'est pas engagée avec vous en vrai. Elle vous doit rien. Et du coup, vos limites à vous ne seront peut-être pas les siennes. Et en fait, elle a aussi le droit de parler de ses limites à elle. Oui, parce qu'en fait, quand on est dans un couple, on est deux. Et quand je dis un couple, c'est pas forcément un couple amoureux, mais en tout cas, quand on est dans une relation, on est deux. Et à ce moment-là de la rencontre, bah, j'ai aussi le droit d'écouter quelles sont les limites de l'autre. Parce qu'après, ce qui est sain, c'est de pouvoir dire, bah, tu vois, moi, je sais que je pourrais jamais répondre à cette limite-là parce que ma liberté, elle est importante, parce que je sais que c'est pas ma vision de la vie, je sais que ça correspond pas à mon quotidien. Je sais que je me sentirais pas sécure avec quelqu'un qui travaille, je dis n'importe quoi, en voyageant ou partant en mission pendant 3 mois. Enfin, en fait, il peut y avoir plein de choses que vous pouvez établir de manière hyper saine. En fait, établir une limite, c'est pas l'imposer à l'autre, c'est aussi écouter ses limites et ses réponses à vos limites. Voilà. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous permettra d'aborder vos dates différemment et que vous soyez plus dans une patience dans le processus de rencontre et pas seulement dans l'impatience d'être en couple. Apprendre à connaître quelqu'un, c'est un art, mais c'est tellement passionnant. En fait, allez comprendre l'histoire des gens. Sachez qui ils sont avant de savoir si vous avez envie de faire votre vie avec, en fait. Et faites ça avec vous aussi. C'est bien d'aller connaître les gens, mais passez par ce moment d'introspection et de ce travail sur vous-même parce que ça vous permettra aussi d'apprendre à vous connaître et à vous aimer et à savoir du coup quel type de personne vous avez envie d'avoir à vos côtés. En tout cas, ne perdez pas espoir. Je sais que parfois le monde du dating, quand on enchaîne aussi un petit peu les rencontres qui sont chaotiques,
on est vénère et c'est ce que je vous disais au début du podcast, on peut être dans ce truc-là de: «En fait, j'en ai marre, je suis fatiguée». Franchement, si vous êtes fatigué de dater, juste lâchez l'affaire pendant quelques semaines, quelques mois et retrouvez-vous avec vous-même. En fait, c'est pas, la course au dating. Vous êtes pas à 3, 4 mois, 6 mois après, 1 an près avant de rencontrer une personne qui vous corresponde. C'est fatigant parfois, mais en réalité, moi, je faisais ça. Quand ça commençait trop à me fatiguer, j'arrête. J'arrête si j'ai pas l'énergie. En vrai, aller en date avec l'énergie la plus joyeuse possible, avec le fait d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est hyper important. Mais ce que je voulais vous dire dans ce podcast, c'est qu'il est possible de transformer sa façon de rencontrer l'autre et d'apprendre à dater sainement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que il vous aidera. N'hésitez pas à noter le podcast, la chaîne de podcast, à me mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, si cette chaîne de podcast vous plaît. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine avec tout mon amour, comme toujours. À très vite.